Lundi 5 octobre, la proposition de loi sur la fin de vie sera examinée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Le collectif Soulagés mais pas tués invite à manifester le samedi 3 octobre à 11 h devant les préfectures des nouvelles régions de France. En faisant cela, le collectif veut attirer l'attention sur le risque d'euthanasie. Avec cette loi, le collectif Soulagés mais pas tués compte une dizaine d'associations, parmi elles Alliance Vita. Et c'est son secrétaire général que nous accueillons aujourd'hui, Henri de Sauce. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, la loi Claes-Leonetti entend autoriser la sédation profonde et continue pour les patients en fin de vie. Alors pourquoi, selon vous, c'est un pas de plus vers l'euthanasie ? Alors c'est une loi effectivement qui nous paraît à la fois inutile et dangereuse. Mais il faut peut-être, pour bien resituer les enjeux, rappeler deux, trois choses. D'abord, il y a environ 550 000 décès par an. C'est-à-dire que tous, on est concernés. On a tous eu dans notre famille un parent, un proche qui a été confronté à des difficultés en fin de vie. Donc ça, c'est déjà une raison majeure pour s'intéresser au sujet. La deuxième remarque préalable, c'est de dire qu'on arrive finalement à la fin d'un processus législatif, après 3 années de rapports qui ont tous conclu à dire qu'il ne fallait pas d'euthanasie, pas de suicide assisté, etc. Et on arrive à quelque chose qui est flou, qui est ambigu et qui contient, pour nous, dans ce mouvement Soulagés mais pas tués, que je représente ici, qui contient des zones, des expressions floues et puis des situations dans lesquelles des malades en fin de vie ou des personnes fragiles, des personnes handicapées pourraient se trouver confrontées donc, à des fins de vie provoquées. Alors, pour illustrer cette préoccupation, je voudrais simplement vous citer, certains d'entre vous se souviennent peut-être du procès de Dr Bonnemaison, qui va reprendre à Angers dans quelques jours. Vous pouvez rappeler en quelques mots ? Oui, le Dr Bonnemaison, vous vous souvenez peut-être, c'est ce médecin de l'hôpital de Bayonne qui, en plein milieu du mois d'août 2011, a été arrêté et on l'a accusé d'avoir entre guillemets euthanasié ou empoisonné une dizaine de personnes. Finalement, il a été jugé à Pau l'année dernière pour 7 cas, dont 5 étaient avec des produits qui servent pour la sédation, c'est-à-dire pour endormir des gens normalement de façon réversible, limitée dans le temps. Et quelques jours à peine après la découverte de cet événement, dans notre service d'écoute SOS Fin de Vie, on a un service d'écoute par mail pour aider les gens qui sont confrontés justement à toute situation de problème de fin de vie. On a reçu ce témoignage qui pour moi est extrêmement frappant. Je voudrais simplement vous lire 2 phrases. Je suis suivi, donc c'était quelques jours après la découverte de l'affaire. Ouais. Je suis suivi pour un cancer à l'hôpital. Je suis très inquiet de la tournure que prennent les événements. Les médecins sont là pour nous soigner et certainement pas pour nous donner la mort. J'ai rencontré aujourd'hui une personne âgée qui refuse d'être hospitalisée de peur qu'on ne la fasse mourir à son insu. En résumé, je n'accorde plus ma confiance aux personnes hospitalières, surtout après ce que nous venons de voir à Bayonne, etc. Ça résume parfaitement le problème de la sédation, où il s'agit d'endormir quelqu'un, mais avec quelle intention et avec quelle méthode. Du coup, ce qu'on peut craindre, c'est un manque de confiance entre le médecin et son patient par rapport à cette sédation. Voilà, parce que ce projet de loi, ce texte finalement qui est assez court, une douzaine d'articles à l'origine, il se veut consensuel entre la droite et la gauche, mais en fait, comme à l'origine, il y a la promesse du président Hollande, cette fameuse promesse 21 pour mettre en place une assistance médicalisée, pour terminer sa vie dans sa dignité, entre guillemets, une expression tellement floue que tout le monde y met ce qu'il veut. Et bien finalement dans ce texte on retrouve des expressions très ambiguës comme ne pas prolonger inutilement la vie, comme quand le pronostic vital est engagé à court terme, mais c'est quoi le court terme ? Est-ce que c'est quelques jours, quelques semaines ? Maintien artificiel en vie, il ne faut pas maintenir quelqu'un artificiellement en vie, mais c'est quoi le maintien artificiel en vie ? Donc il y a tout ce problème d'ambiguïté qui n'est pas levé malgré toute la discussion parlementaire. Et puis il y a 3 cas identifiés de sédation. Et là, il faut peut-être rentrer dans le détail, mais selon les cas, justement, c'est tout à fait légitime, normal et bien de pouvoir soulager quelqu'un qui souffre en fin de vie et qui vraiment a quelques heures, quelques jours de sa mort. Et il y a ce qu'on appelle des souffrances réfractaires. Donc ça, c'est le premier cas identifié dans la loi. Il n'y a pas de problème éthique. Par contre, il y en a 2 autres qui, pour nous, posent de vrais problèmes. Le second cas, donc c'est le cas de personnes qui se mettraient volontairement en fin de vie. C'est-à-dire que la personne n'est pas en fin de vie, mais parce qu'elle dit qu'elle veut arrêter ce traitement, finalement, elle risque de mourir à court terme. C'est par exemple le cas de quelqu'un qui vit avec ce qu'on appelle une gastrostomie, c'est-à-dire qu'il a été une opération, on le nourrit par une sonde dans l'estomac, il peut vivre depuis des années comme ça,
on va dire correctement, et puis d'un seul coup, il dit « Ah ben, je peux plus, je supporte plus, donc arrêtez-moi ce traitement, parce qu'on considère que c'est un traitement, endormez-moi, et c'est fini. » En quelques jours, donc quelqu'un qui n'est pas en fin de vie peut être amené finalement à une attitude de suicide assisté. Et ça nous paraît dangereux. Et ce qui va être possible avec la Ce loi qui serait possible par une interprétation assez facile de cette loi. Et le troisième cas qui pose aussi problème, c'est là des personnes qui ne sont pas en fin de vie forcément, mais qui ne peuvent pas s'exprimer. Et là, le médecin pourrait considérer qu'il y a ce qu'on appelle obstination déraisonnable, c'est-à-dire acharnement thérapeutique, et donc il faut mettre fin. Et là, on a le cas, par exemple, de Vincent Lambert qui est préoccupant, enfin, en dehors de la situation personnelle qui est très, très compliquée, très douloureuse. Mais la situation de personnes qui ne peuvent pas s'exprimer et dont on déciderait du jour au lendemain que désormais, finalement, c'est un maintien artificiel en vie et qu'il faut mettre fin à cette vie, eh bien, ça pose de redoutables problèmes éthiques. Alors, vous parliez de Vincent Lambert. Justement, aujourd'hui, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne débute l'examen du recours du neveu de Vincent Lambert, le neveu qui a saisi la justice. Votre analyse, votre regard sur cette affaire ? Alors, c'est une situation très douloureuse. Je crois que les Français qui peuvent avoir suivi cette affaire ont des avis très, très partagés. Mais quand on a suivi d'un peu près, voir comment vit aujourd'hui Vincent, on est quand même dans le doute de se dire, est-ce que vraiment sa volonté profonde était de mettre fin à sa vie, alors que depuis des années, il vivait dans cette situation. D'un seul coup, un médecin dit « Ah non, finalement, il ne faut pas rester dans cette situation et il faut mettre fin à sa vie ». Il y a eu une erreur vraisemblablement médicale au démarrage, de commencer un processus sans consulter les parents, ce qui a cristallisé les oppositions. Et depuis, on n'en finit pas d'avoir des procès. Il y a actuellement 3 ou 4 procédures encore judiciaires en cours. Celle du neveu de Vincent Lambert en est une parmi plusieurs. Et beaucoup quand même se demandent pourquoi on ne peut pas transférer Vincent dans une unité spécialement conçue pour faire vivre ces personnes avec un vrai projet de vie, ce qu'on appelle des personnes en situation post-relationnelle, et alors qu'il est actuellement plutôt dans un service de soins palliatifs et donc plutôt dans des gens spécialisés pour la fin de vie, alors qu'il n'est pas en fin de vie. Je vais revenir à la manifestation de samedi prochain. Il y a un autre point aussi qui est assez flou pour vous, c'est l'abandon programmé des soins palliatifs. C'est une inquiétude que vous avez, pourquoi ? Alors, au sein du mouvement Soulager mais pas tuer, depuis un an, oui, avec tous les mouvements concernés, on est vraiment, on va dire, scandalisé de ce qui se passe depuis 3 ans en France. Depuis que le président Hollande a été élu et s'est engagé en juillet 2012 devant toute la France, et il a promis, dans les mois qui suivaient, un grand plan de soins palliatifs qui aurait pris la succession de plusieurs plans précédents et qui avait permis d'améliorer la situation en France progressivement. On avait bien amélioré la situation dans les hôpitaux, dans les équipes mobiles de soins palliatifs. C'est assez compliqué, hein, l'organisation des soins palliatifs, mais globalement, ça se développait bien parce qu'il y a encore trop de situations où les gens meurent en n'étant pas très bien soulagés de leur souffrance. Voilà, entre guillemets, on nous mène en bateau depuis 3 ans. On nous disait dans quelques mois, la ministre de la Santé, Marcel Touraine, devant les députés au mois de mars, disait dans quelques semaines, le plan sera officialisé. Au mois de juin, devant les sénateurs, a dit la semaine prochaine, ça va sortir. On est fin septembre, il n'y a toujours rien. Et en fait, on utilise cette loi à fin de vie un peu comme un alibi pour finalement retarder le plus possible. Et ça, c'est pas juste, parce qu'il y a des personnes qui attendent, il y a des personnes fragiles, des personnes handicapées, des personnes en fin de vie, qui auraient besoin de ça. Il y a des choix politiques qui ne sont pas faits. Et là, donc samedi, on voudrait dire devant toutes les préfectures des grandes régions, maintenant ça suffit. On veut vraiment que vous vous engagiez, assez de paroles, maintenant on veut des actes. Et en tant que mouvement Soulager mais pas tuer, on va vraiment faire pression et suivre région par région comment les choses vont se développer. C'est pas possible d'avoir comme ça une parole et pas les actes. Merci beaucoup Henri Lesausse d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.